Je suis Marc, 25 ans, et mes parents m'ont abandonné dans une chambre d'hôpital juste après une chirurgie d'urgence vitale, juste pour ne pas manquer le match de football de mon jeune frère. Avant de vous raconter le moment explosif où mon patron les a remis à leur place et a détruit leur sentiment de droit pour toujours, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Je me suis réveillé au bip rythmique et perçant d'un moniteur cardiaque. C'était la première chose que j'ai enregistrée. La seconde était la sensation d'abrasion agonisante dans ma gorge. J'ai essayé d'avaler, mais je n'ai pas pu. La panique a éclaté dans ma poitrine. J'ai essayé d'ouvrir la bouche pour tousser, pour crier, mais quelque chose d'épais et de rigide était coincé dans mes voies respiratoires. C'était un tube respiratoire. La machine à côté de moi sifflait et cliquetait, forçant l'air dans mes poumons. Mes bras me semblaient peser une tonne de plomb. Un feu sourd et lancinant brûlait dans mon abdomen. Je venais de survivre à une appendicectomie d'urgence. Le chirurgien me dira plus tard que mon appendice avait complètement éclaté alors que je faisais un double quart de travail à la clinique vétérinaire. Si j'avais attendu ne serait-ce qu'une heure de plus pour me rendre aux urgences, l'infection m'aurait tué. J'ai forcé mes paupières lourdes à s'ouvrir. L'éclat dur et aveuglant des lumières fluorescentes de l'hôpital a fait couler mes yeux. Alors que ma vision se mettait lentement au point, j'ai vu deux figures familières debout au pied de mon lit, mes parents, Robert et Marthe. Pendant une brève, naïve fraction de seconde, mon cœur s'est gonflé. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi. Je n'étais pas seul. J'avais failli mourir sur cette table d'opération, mais mes parents étaient là. Ils s'étaient précipités à mes côtés. Ils s'en souciaient vraiment. Puis ma vision s'est complètement éclaircie. J'ai vu ma mère boutonner son cher trench coat en laine. Elle ne regardait pas les moniteurs qui me maintenaient en vie. Elle ne regardait pas les 4 poches qui déversaient des fluides dans mes veines. Elle fixait sa montre, la mâchoire serrée d'irritation. Elle a levé les yeux et a remarqué que mes yeux étaient ouverts. Son expression n'a pas adouci. Il n'y avait pas de larmes de soulagement. Pas de précipitation frénétique à mes côtés pour me tenir la main. « Oh, bien, tu es réveillé », a dit maman. Son ton était entièrement décontracté. Elle avait l'air de commenter la météo ou de noter que je m'étais enfin réveillé d'une paresseuse sieste dominicale. Nous devons y aller. L'équipe de Cédric est en séries éliminatoires. C'est un match énorme pour lui. Ça pourrait être sa chance d'obtenir une bourse. Tu comprends? Je l'ai regardé. Je ne pouvais littéralement pas parler. Le tube en plastique collé à mon visage et enfoncé dans mes cordes vocales s'en assurait. J'étais allongé là, mon corps brisé, mes signes vitaux encore instables, écoutant ma propre mère prioriser un match de football de lycée à ma survie. Mon père s'est avancé. Il n'a pas demandé au personnel infirmier mon pronostic. Il n'a pas demandé si j'avais mal. Il a juste tendu la main et tapoté ma main droite, celle qui n'avait pas d'aiguille enfoncée dans la veine. Nous te reverrons plus tard, a dit papa, offrant un sourire forcé. Sois un bon frère, Marc. Ne fais pas d'histoire aujourd'hui. Un bon frère. C'était toute mon identité pour eux. Un personnage secondaire, un tremplin. J'ai cligné des yeux une fois. Oui, c'était le seul mouvement physique absolu que mon corps épuisé pouvait gérer. Ils se sont retournés, leurs chaussures grinçant sur le linoléum poli. La lourde porte en bois de la chambre d'hôpital s'est refermée derrière eux. Ils n'ont pas regardé en arrière, pas une seule fois. Le silence qui s'est installé dans la pièce était assourdissant. C'était un poids lourd, suffocant. J'étais allongé là, fixant les dalles de plafond acoustique, comptant les petites perforations dans la mousse juste pour empêcher mon esprit de se briser. Une larme a glissé du coin de mon œil droit. Elle était chaude et piquante, traçant un chemin le long de ma tempe et s'accumulant dans mon oreille. Puis une autre a suivi, et une autre. Je ne pouvais pas lever les bras pour les essuyer. Je ne pouvais pas sangloter pour libérer la pression qui montait dans ma poitrine. J'étais piégé dans mon propre corps défaillant, complètement et totalement abandonné. Environ 1 heure plus tard, la poignée de la porte a cliqué. Une infirmière nommée Mathieu est entrée. C'était un homme grand, aux épaules larges, avec des yeux gentils et épuisés. Il s'est approché des machines, a vérifié mes signes vitaux et a noté quelque chose sur sa tablette électronique. Puis il a baissé les yeux vers mon visage. Il a cessé d'écrire. Il a vu les traces humides briller sur mes joues.
Il a vu la dévastation pure et non adultérée dans mes yeux. Mathieu a regardé autour de la pièce stérile et vide. Les chaises des visiteurs étaient soigneusement rangées dans le coin. « Où est votre famille, mon ami ?» a-t-il demandé doucement. J'ai faiblement levé la main, pointant un doigt tremblant vers le tube en plastique dans ma gorge, puis j'ai mimé l'écriture sur ma paume. Mathieu a compris immédiatement. Il s'est approché du comptoir des fournitures, a saisi un petit tableau blanc et un marqueur effaçable à sec noir, et les a posés doucement sur ma poitrine. Ma main tremblait si violemment que je pouvais à peine enlever le capuchon du marqueur. J'ai traîné la pointe sur la surface lisse, formant des lettres désordonnées et déchiquetées. Match de mon frère. Mathieu a fixé les mots. Sa mâchoire s'est serrée. Les muscles de son cou ont tressailli. Il a traversé une succession rapide d'expressions, confusion, incrédulité, dégoût avant de finalement reprendre un masque de neutralité professionnelle. « Est-ce qu'ils reviennent ce soir ?» a demandé Mathieu, sa voix basse. J'ai passé la gomme sur le tableau. J'ai écrit à nouveau. Ça dépend s'ils gagnent. Mathieu n'a pas ri. Il ne m'a offert aucune des platitudes creuses et standards de l'hôpital. Il n'a pas dit « je suis sûr qu'ils vous aiment » ou « ils n'ont probablement pas réalisé à quel point c'était grave ». Il en savait plus. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le coin, a pris la lourde chaise en plastique des visiteurs, l'a traînée juste à côté de la barrière de mon lit, et s'est assis. « Mon quart de travail se termine dans 6 heures, a dit Mathieu, se penchant en arrière et croisant les bras. Je resterai ici avec vous jusqu'à ce moment-là. Ce petit acte simple de décence humaine a brisé quelque chose de profond en moi. J'ai pleuré plus fort, ma poitrine se soulevant contre le rythme mécanique du ventilateur. J'ai saisi le marqueur et j'ai griffonné frénétiquement, mon écriture à peine lisible. Vous n'êtes pas obligé. J'y suis habitué. Mathieu a lu le tableau. Il s'est penché en avant, posant ses coudes sur ses genoux, rapprochant son visage du mien. Il m'a regardé droit dans les yeux, son expression farouchement sérieuse. C'est exactement pourquoi je dois le faire. Allongé là avec un parfait étranger me montrant plus de compassion en 10 minutes que ma propre chair et mon propre sang ne m'en avaient montré en 25 ans. Un interrupteur s'est déclenché dans mon cerveau. Le gamin triste et désespéré qui attendait toujours au téléphone une miette d'affection est mort sur ce lit d'hôpital. J'ai effacé le tableau blanc. Je ne connaissais pas encore la logistique exacte, mais je savais que ma vie était sur le point de changer radicalement. J'ai fermé les yeux, le bip du moniteur s'est estompé en arrière-plan. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire. Les 48 heures suivantes à l'hôpital furent une brutale et angoissante leçon de maître en matière d'isolement. Ils ont retiré le tube respiratoire le 2e matin, ce qui a ressemblé à l'extraction d'une épée dentelée de ma gorge. Ma voix n'était qu'un rauque, douloureux râle. Chaque fois que j'entendais des pas résonner dans le couloir, mon cœur faisait un petit saut stupide et involontaire, une partie pathétique de moi espérant toujours que la porte s'ouvrirait et que mes parents se précipiteraient, s'excusant profusément. Réalisant qu'ils avaient commis une terrible erreur. Mais ce n'était jamais eux. C'était toujours un médecin ou l'employé du service alimentaire déposant un plateau de bouillon de poulet tiède, ou Dylan, l'administrateur de la facturation de l'hôpital. Dylan est entré l'après-midi du 2e jour, portant un épais bloc-notes et ayant l'air terriblement gêné. « Monsieur Miller » a dit Dylan, tapotant son stylo contre sa cuisse. « Nous avons besoin d'un contact d'urgence ou d'un garant financier pour signer ces formulaires d'assurance finaux. Vos parents étaient censés s'occuper de la paperasse avant que vous ne soyez opérés, mais la réception a dit qu'ils étaient partis en hâte. Pouvez-vous les appeler ?» J'ai lentement secoué la tête. Le frottement contre mes oreillers a provoqué une décharge de douleur dans mon estomac. « Ils sont occupés. Donnez-moi le stylo. » Dylan a levé un sourcil, regardant mon visage pâle et moite. « Êtes-vous sûr ? Vous êtes fortement sous médicaments, mon ami. »« Donnez-le-moi » ai-je râlé, ma voix se brisant. J'ai pris le lourd bloc-notes et j'ai signé mon propre nom sur les lignes pointillées. Ma signature était tremblante, mais l'encre était permanente. J'étais entièrement responsable de ma propre vie, de ma propre dette médicale, de ma propre survie, juste comme toujours. Une fois que Dylan a quitté la pièce, j'ai tendu la main vers la table de chevet et j'ai saisi mon téléphone portable. L'écran s'est allumé. J'avais 3 messages textes non lus. Tous venaient de ma mère. J'ai ouvert le fil, un goût amer montant au fond de ma gorge.
Message 1, Cédric a marqué 2 touchés. Nous allons au final d'état. Message 2, si fier de ton frère. Les recruteurs le surveillent certainement. C'est son année. Message 3, n'oublie pas de payer ta part de la facture de téléphone familial ce mois-ci. J'ai fixé l'écran lumineux. Pas une seule question pour savoir si j'avais survécu à la nuit. Pas une seule enquête sur mes niveaux de douleur, ce que le chirurgien avait dit, ou si j'avais besoin d'être raccompagné à la maison après ma sortie. J'ai jeté le téléphone sur la fine couverture de l'hôpital. Ce n'était pas un nouveau schéma. J'ai fermé les yeux et les souvenirs ont déferlé avec une clarté cristalline. Je me suis souvenu d'être assis sous la chaleur écrasante de ma remise de diplôme du lycée. Je me suis assis dans les gradins dans ma robe de location bon marché pendant 3 heures, balayant l'énorme foule, attendant de voir mes parents faire signe. Ils ne sont jamais venus. Cédric avait un essai de baseball de ligue mineure cet après-midi-là à travers la ville. Quand je suis rentré à la maison, ils m'ont dit que j'étais assez vieux pour comprendre les priorités. Je me souviens d'avoir eu 18 ans et de réaliser que je devais payer mes cours au collège communautaire entièrement seul, contractant des prêts étudiants prédateurs. Le fonds universitaire qu'ils avaient promis de partager équitablement entre nous depuis l'enfance s'était mystérieusement évaporé lorsque Cédric a eu besoin d'un encadrement privé d'élite. Il traitait cet argent comme son héritage, et j'étais juste un squatteur dans leur maison. En parlant d'argent, la réalité de ma situation m'a soudainement frappé. J'avais une franchise médicale massive à couvrir. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone pour vérifier mon application bancaire. J'avais mon propre compte courant personnel pour mon salaire à la clinique vétérinaire, mais il y avait aussi un ancien compte d'épargne joint que j'avais partagé avec ma mère depuis que j'étais un gamin de 16 ans travaillant en double quart dans un restaurant local. Je le touchais rarement, le traitant comme mon ultime filet de sécurité d'urgence. Je savais qu'il y avait exactement $8000 dedans. C'était ma bouée de sauvetage financière. J'ai tapé l'icône bancaire. L'écran s'est chargé. Solde disponible $12.50. Mon cœur a frappé violemment contre mes côtes. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge endommagée. J'ai rafraîchi. Solde disponible $12.50. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, mon pouce tremblant. C'était là. Il y a exactement 3 mois, un seul retrait massif de $7 987.50 a été effectué, autorisé par Mart Miller. Ma propre mère avait vidé mes économies d'urgence. J'ai eu le vertige. La pièce a légèrement penché, une combinaison des puissants analgésiques et du choc pur et écœurant de la trahison. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle besoin de $8000 en espèces sans me le dire? Une sombre suspicion m'a envahi l'esprit. J'ai ouvert l'application Facebook. Je détestais les réseaux sociaux, mais ma mère y documentait toute sa vie. J'ai fait défiler sa chronologie, passant devant les innombrables publications se vantant des statistiques sportives de Cédric. Je me suis arrêté sur une publication datant d'exactement 3 mois. L'image s'est chargée. C'était Cédric, mon frère chéri de 18 ans. Il portait sa veste universitaire, appuyé nonchalamment contre le capot d'une Porsche bleu nuit étincelante. Il souriait jusqu'aux oreilles, faisant pendre un trousseau de clés vers l'appareil photo. La légende sous la photo disait « Un cadeau de championnat anticipé pour notre superstar. Il mérite absolument le monde. Nous sommes si fiers d'investir dans son avenir. Le travail acharné paie. » J'ai fixé l'écran lumineux jusqu'à ce que ma vision se brouille de larmes de colère. Ils ont volé mon argent. Ils ont vidé les économies pour lesquelles j'ai saigné. L'argent que j'ai économisé en mangeant des nouilles ramen et en sautant des vacances juste pour acheter à un adolescent gâté une voiture de sport de luxe. J'ai serré les bords de mon téléphone si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc bleuté. Ma mâchoire s'est verrouillée, mes dents grinçant. Une veine bleue épaisse battait douloureusement à ma tempe. Je me sentais complètement violé, utilisé, jeté. Je n'étais pas leur fils. J'étais un distributeur automatique qu'ils se souvenaient parfois de brancher. À ce moment précis, la lourde porte en bois de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Eh bien, regardez qui a l'air un peu plus vif. La voix forte et retentissante de mon père a résonné dans la pièce stérile. J'ai lentement tourné la tête. C'était le 3e jour. Robert et Marthe sont enfin entrés. Maman tenait un bouquet pitoyable de petits œillets jaunes emballés dans du plastique, clairement acheté à la va-vite à la boutique de cadeaux de l'hôpital.
Cédric, bien sûr, était introuvable. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste verrouillé l'écran de mon téléphone, les glissé sous mon oreiller et les ai fixés. La tempête était là. Maman a posé les fleurs bon marché et froissées sur la table roulante, se frottant les mains comme si elle époussetait de la poussière. « Comment te sens-tu, Marc » a-t-elle demandé. Elle ne s'est pas assise sur la chaise. Elle planait près de l'embrasure de la porte, son sac de créateur toujours serré sur son épaule, son langage corporel criant qu'elle voulait être littéralement n'importe où ailleurs. Comme si on m'avait ouvert les organes, gavé d'antibiotiques et laissé pourrir, ai-je dit. Ma voix était un rauque sévère, mais la froide fureur qui l'ancrait la rendait parfaitement stable. Papa a froncé les sourcils profondément, croisant ses bras épais sur sa poitrine. Ne sois pas si dramatique. Nous n'avons pas été absents si longtemps. D'ailleurs, l'équipe de Cédric a gagné le match. Ils vont directement au championnat d'État. Tu devrais être heureux pour ton frère au lieu de te vautrer dans l'apitoiement. Je suis coincé dans ce lit depuis 72 heures, ai-je dit platement, mes yeux le transperçant. Mon appendice a éclaté. J'aurais pu mourir d'une septicémie pendant que vous faisiez la vague dans les gradins. Mais tu n'es pas mort. Maman a rétorqué, roulant les yeux d'exaspération. Tu vas parfaitement bien maintenant. Les médecins ici sont des professionnels hautement qualifiés. Nous devions célébrer avec l'équipe. Marc, tu sais à quel point cet élan est important pour l'avenir de Cédric, n'est-ce pas? L'avenir de Cédric, ai-je murmuré. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton en plastique dur de la barrière du lit. Le moteur électrique a ronronné alors que la moitié supérieure de mon lit se relevait, me forçant à m'asseoir. La nouvelle incision sur mon estomac brûlait comme du fer chaud. Mais je l'ai ignoré. J'avais besoin de les regarder directement dans les yeux pour ça. Et mon avenir, maman? Et mes économies de salaire? Maman s'est figée. Tout son corps est devenu rigide. Ses yeux ont furtivement cherché papa pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne plaque un faux air de confusion sur son visage. De quoi diable parles-tu? Du compte d'épargne joint, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Les 8 000 $ que j'ai économisés en travaillant tous les quarts de travail terribles depuis mes 16 ans. Où sont-ils? Papa s'est raclé la gorge, gonflant sa poitrine pour se faire paraître plus grand. Nous avons dû l'emprunter. Nous sommes tes parents, Marc. Nous t'avons donné un toit et t'avons nourri pendant 18 ans. Nous devions verser un acompte substantiel sur un véhicule fiable pour ton frère. Une Porsche n'est pas un véhicule fiable, papa. C'est une voiture de sport de luxe, ai-je crié, le volume déchirant ma gorge à vif. Vous avez volé mon argent pour acheter à un adolescent gâté un symbole de statut pendant que je suis assis ici en ce moment, essayant de trouver comment payer une franchise d'hôpital d'urgence. Arrête de crier, a sifflé maman, s'avançant et pointant un doigt manucuré vers mon visage. Tu te comportes comme un enfant capricieux et jaloux. C'est un investissement dans son image athlétique. Les recruteurs universitaires regardent ces choses. Tu as un emploi. Tu gagnes un salaire. Tu peux juste le récupérer. Je suis assistant chirurgical vétérinaire. Je gagne modestement ma vie, pas une fortune. Et vous n'avez même pas eu la décence élémentaire de me le demander. J'ai serré les bords du lit métallique, tout mon corps tremblant d'un mélange toxique d'adrénaline et de douleur physique. Vous ne m'avez pas envoyé un seul SMS pour savoir si j'avais survécu à l'anesthésie, mais je sais pertinemment que vous avez envoyé 17 SMS à l'entraîneur de Cédric. Je le sais parce que vous avez accidentellement inclus mon ancien numéro dans le chat de groupe de l'équipe. C'est complètement différent, a dit papa d'un ton désinvolte, agitant la main en l'air. Cédric est sous beaucoup de pression. Il a besoin de nous en ce moment. J'avais besoin de vous, ai-je crié, la douleur dans mon estomac déchirant, mais je ne pouvais pas empêcher les mots de se déverser. J'étais en train de m'étouffer avec un tube en plastique. J'étais terrifié. J'étais seul, et vous êtes juste parti. Juste à ce moment-là, le bourdonnement aigu et désagréable d'un téléphone portable a traversé l'air lourd et tendu de la pièce. Maman a baissé les yeux vers l'écran de son téléphone. Son visage dur et en colère s'est instantanément adouci en un regard de dévotion absolue. Oh, Cédric a besoin de sa poudre protéinée spéciale pour l'entraînement, a-t-elle murmuré presque à elle-même. Il a oublié de la commander en ligne. Elle m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil rapide à la porte. Elle a fait un pas en arrière.
J'ai laissé échapper un rire dur et amer. Ça a terriblement fait mal à mes points de suture, mais j'ai quand même ri. Vas-y, lui ai-je dit, ma voix dégoulinant de pur venin. Marc, s'il te plaît, ne sois pas comme ça, a-t-elle dit, sa main tournant déjà la poignée de porte froide. Nous reviendrons ce soir quand tu seras calmé de cette petite crise. Ce n'est pas une crise, ai-je dit, ma voix tombant dans un calme mortel et glacé. C'est un au revoir. Sortez. Papa a reniflé bruyamment, secouant la tête de dégoût. Tu nous punis de soutenir les rêves de ton frère. Tu t'en remettras. Tu t'en remets toujours. Ils sont partis à nouveau. Je n'ai pas pleuré cette fois. La tristesse avait complètement disparu. Évaporée et remplacée par une clarté froide, nette et brillante. J'ai tendu la main sous mon oreiller d'hôpital, j'ai saisi mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Dr Lincoln, ai-je dit dès qu'il a répondu. Il était le brillant vétérinaire et propriétaire de la clinique où je travaillais. Un homme sévère mais profondément juste qui m'avait pris sous son aile. Marc, bon sang, mon garçon. Nous étions terriblement inquiets. L'administration de l'hôpital nous a appelés pour vérifier votre assurance emploi. Comment allez-vous? Je suis en vie, monsieur, ai-je dit, fixant l'embrasure vide. Écoutez, il y a quelques mois, vous avez mentionné que vous ouvriez une nouvelle clinique partenaire à Seattle. Vous m'avez demandé si je voulais être transféré. Oui, a dit Dr Lincoln lentement, son ton prudent. Mais je pensais que vous vouliez rester près de votre famille. Les choses ont changé, et je dis. Le poste est-il toujours libre pour mon meilleur assistant chirurgical? Toujours. Mais Marc, vous venez de subir une opération majeure. Vous avez besoin d'un endroit sûr pour récupérer. C'est exactement pourquoi je dois partir immédiatement. J'ai besoin d'un endroit pour récupérer qui n'est pas ici. J'ai besoin de disparaître. Il y eut un bref, lourd silence à l'autre bout du fil. Dr Lincoln était un homme incroyablement perspicace. Il n'a pas cherché les détails sanglants. Il s'est juste mis en mode résolution de problème. Je passerai les appels tout de suite. Vous avez un logement d'entreprise qui vous attend à Seattle. Quand pouvez-vous voyager? La minute où il me congédie. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon absolu de mouvements calculés, secrets et agonisants. La douleur physique de l'opération était intense, mais l'adrénaline pompant dans mes veines masquait le pire. J'avais une mission. De mon lit d'hôpital, j'ai appelé mon propriétaire et j'ai impitoyablement rompu mon bail mensuel, sacrifiant ma caution sans y penser à deux fois. Cameron, un jeune homme avec qui je travaillais à la clinique, était passé à l'hôpital pendant sa pause déjeuner pour déposer des cartes de rétablissement du personnel. Il est entré dans ma chambre juste au moment où je raccrochais avec le propriétaire. Cameron avait malheureusement été dans le couloir la veille et avait entendu la fin de la dispute avec mes parents. Il n'a pas posé une seule question indiscrète. Il a juste regardé mon visage pâle, a regardé le sac de voyage que les infirmières m'avaient aidé à préparer, et a dit « Donne-moi tes clés d'appartement. Je louerai un camion de déménagement ce soir et j'emballerai tes affaires. » Lorsque l'équipe chirurgicale m'a finalement autorisé à sortir le vendredi matin, je n'ai pas eu besoin d'appeler un taxi. Dr Lincoln lui-même est arrivé à l'entrée principale de l'hôpital dans son élégant SUV noir. Il s'était démené pour garnir tout le siège passager de couvertures et d'oreillers doux et épais pour protéger mon abdomen fragile des chaos de la route. Il m'a conduit jusqu'à Seattle, un trajet épuisant et pluvieux de 4 heures, refusant de me laisser payer l'essence ou les repas pris en chemin. Vous ne me devez aucune explication pour cela, Marc, a dit Dr Lincoln, gardant ses yeux fixés sur l'autoroute mouillée devant nous. Mais je veux que vous sachiez que le vrai talent et une loyauté féroce ont de l'importance pour moi. Vous allez faire de grandes choses à la nouvelle clinique. Considérez cela comme un nouveau départ, une vraie promotion. Arriver à Seattle, c'était comme sortir d'une boîte étouffante et respirer de l'air frais pour la première fois. La ville sentait les aiguilles de pin mouillé et le sel froid de l'océan. L'appartement que le Dr Lincoln m'avait trouvé était petit mais incroyablement confortable. Situé dans un quartier calme à seulement 10 minutes à pied du grand nouveau centre vétérinaire. Pendant les 3 premières semaines, je me suis entièrement concentré sur 2 choses, la guérison de mon corps et le fait de me plonger dans mon travail. J'ai complètement changé de numéro de téléphone. Je n'ai dit à personne dans ma ville natale où j'allais, à une exception fatale près, William.
William et moi étions les meilleurs amis depuis le collège. Je savais que ses parents avaient eu un divorce amer, ce qui le rendait férocement, parfois aveuglément, protecteur de l'idée de garder la famille unie. Il m'a trouvé sur Instagram et m'a envoyé un message frénétique un soir. Marc, ça va, mon ami, tes parents paniquent complètement. Ils sont allés à ton appartement et un nouveau couple y vit. Où diable es-tu? Ça va? J'ai hésité, mon pouce planant au-dessus de l'écran. J'étais terriblement seul dans une nouvelle ville immense. Je voulais juste faire confiance à quelqu'un de mon ancienne vie. Alors, j'ai fait une énorme erreur. Marc, ça va. William, j'ai déménagé à Seattle. J'ai un nouveau travail. S'il te plaît, ne le dis pas à mes parents. J'ai besoin d'espace. William. Waouh. Seattle, c'est incroyablement loin. Ne t'inquiète pas, mon ami. Ton secret est totalement en sécurité avec moi. Juste content que tu sois en vie. Je l'ai cru. Je me suis jeté dans ma nouvelle réalité. Mes nouveaux collègues, Joseph et David, étaient incroyablement accueillants. Ils ne savaient rien de ma dynamique familiale toxique ou de l'argent de l'héritage qui m'avait été volé. Ils me connaissaient juste comme le gars calme et hyper compétent qui ne se plaignait jamais, qui pouvait calmer les chiens de sauvetage les plus terrifiés et agressifs, et qui assistait sans faute à des chirurgies orthopédiques complexes. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment respecté. Je gagnais un salaire fantastique. Je bâtissais une base solide. Puis, exactement un mois après mon déménagement, la tempête m'a finalement rattrapé. C'était un mardi après-midi maussade et pluvieux, le hall de la clinique était relativement calme, diffusant une musique instrumentale douce. J'étais debout à la réception, mettant à jour des fichiers numériques de patients sur l'ordinateur. Joseph était dans la suite chirurgicale à l'arrière, préparant un plateau stérile pour un nettoyage dentaire. Soudain, un bruit de coups forts, agressif et violent a fait claquer la lourde porte d'entrée vitrée de la clinique. J'ai levé les yeux de l'écran. Mon sang s'est complètement, terrifiantement glacé. La tablette numérique dans ma main a failli me glisser des doigts moites et s'écraser sur le sol. Debout sur le trottoir mouillé, regardant férocement à travers la vitre striée de pluie, se trouvaient mon père, ma mère et mon oncle Gabriel, le pacificateur désigné de la famille. Qui utilisait toujours la culpabilité pour manipuler tout le monde afin de soumettre aux exigences insensées de ma mère. William, ce traître absolu. Il m'avait vendu. Ma mère a violemment tiré la lourde porte, la petite clochette en laiton carillonnant joyeusement au-dessus de sa tête. Un contraste écœurant avec son visage furieux. Elle a traversé le hall impeccable et silencieux, ses bottes laissant des traces d'eau sale sur le carrelage immaculé. Elle n'avait pas l'air soulagée de voir que son fils était vivant et en bonne santé. Elle avait l'air meurtrière. As-tu honnêtement pensé que tu pouvais simplement faire tes valises et fuir tes obligations, a aboyé maman, sa voix stridente résonnant sèchement contre les murs de la clinique. Je me suis levé lentement, sortant de derrière la sécurité du comptoir de la réception. Comment m'avez-vous trouvé, exactement? Oncle Gabriel s'est avancé, levant les mains dans un geste de calme faux et condescendant. Marc, calme-toi maintenant. Ton ami William était incroyablement inquiet pour toi. Il a fait la bonne chose en nous appelant. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas simplement abandonner ton sang comme ça. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit, ma voix tremblant d'un mélange puissant d'adrénaline montante et de rage profondément ancrée. Vous m'avez abandonné dans un lit d'hôpital avec un tube dans la gorge. Oh, pour l'amour de Dieu, arrête ton numéro de victime, a crié papa, faisant un pas lourd vers moi. Nous n'avons pas le temps ni la patience pour cette fête de la pitié. Nous avons une crise réelle et massive chez nous, et tu vas la réparer. J'ai plissé les yeux, restant sur mes positions. Quelle crise? C'est Cédric, a dit maman, son visage se tordant soudain en une grimace paniquée et désespérée. Il a eu un terrible accident. Il a écrasé la Porsche. Je suis resté complètement immobile, les fixant. L'absurdité pure et non diluée de la situation a failli me faire éclater de rire. Il a écrasé la voiture. Est-ce qu'il est blessé? Il va parfaitement bien. Juste une clavicule contusionnée et une petite égratignure au bras, a rétorqué papa avec impatience, agitant la main, mais la voiture est complètement foutue. Il a enroulé l'avant autour d'un chêne et, eh bien, il avait un peu d'alcool dans le sang à ce moment-là.
Sa demande d'assurance a été complètement refusée. La société de prêt nous poursuit pour le solde restant. C'est plus de 40 000 $. J'ai croisé les bras sur ma poitrine, enfonçant mes ongles dans mes biceps. Ça ressemble à un terrible problème financier à résoudre pour vous et Cédric. Pourquoi êtes-vous ici à Seattle? Oncle Gabriel a pris son air le plus sérieux et profondément déçu. Il m'a regardé comme si j'étais un criminel. Mark, s'il te plaît. Ce sont tes parents. Ils font face à une ruine financière totale. Tu gagnes un bon salaire ici. Tu as clairement un bon crédit. Nous avons besoin que tu contractes un prêt personnel pour couvrir l'énorme dette de la voiture. Et nous avons besoin que tu aides à payer l'avocat de Cédric pour qu'il n'ait pas de casier judiciaire permanent. C'est ce que font les familles. J'étais absolument sans voix. L'audace stupéfiante de ces gens debout devant moi. Ils ont volé mes économies, ont acheté un véhicule de luxe pour l'enfant prodige, l'ont laissé le détruire en conduisant en état d'ébriété, et maintenant ils ont traversé les frontières de l'État pour exiger que je m'endette massivement pour engager un avocat et nettoyer leur désordre. Non, ai-je dit simplement. Le mot semblait incroyablement puissant, quittant mes lèvres. Le visage de maman a instantanément viré au violet foncé. La façade de la mère inquiète a complètement disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, petit morveux égoïste et ingrat. Nous t'avons donné la vie. Tu nous dois tout. Elle s'est avancée agressivement, levant le doigt et le pointant à quelques centimètres de mon nez. Écoute-moi très attentivement. Je me fiche de tes petits sentiments ou de tes rancunes. Tu iras à la banque demain matin et tu signeras ces papiers. Si tu ne le fais pas, je reviendrai ici, je trouverai ton directeur, et je ferai une scène si massive et laide qu'ils te renverront sur le champ. Je leur dirai que tu voles des médicaments contrôlés. Je ruinerai cette petite vie de fantaisie qui est la tienne. Y a-t-il un problème ici dans mon hall? La voix grave, retentissante et autoritaire a traversé l'air tendu comme un couteau aiguisé. Dr Lincoln est sorti de son bureau d'angle. Il portait sa blouse blanche immaculée, un stéthoscope drapé autour de son cou, et son visage était impassible. Il avait entendu chaque mot de la tentative d'extorsion. Maman s'est retournée, son visage se transformant immédiatement. Elle a plaqué un sourire faux et sirupeux. Oh, vous devez être le directeur. Bonjour. Je suis la mère de Mark. Je suis si terriblement désolé pour le bruit. Nous traitons juste avec un employé très têtu et irrespectueux. Il a besoin d'une petite remise à niveau sur les valeurs familiales. Dr Lincoln a marché lentement, délibérément jusqu'à la réception. Il a regardé mes parents, puis oncle Gabriel, les évaluant avec le genre de dégoût froid habituellement réservé aux parasites. Madame, a dit Dr Lincoln, sa voix dangereusement basse et calme. Je ne suis pas le directeur. Je suis le propriétaire et fondateur de tout ce réseau de cliniques. Papa a gonflé sa poitrine, essayant d'affirmer sa dominance. Eh bien, c'est bien. Alors vous devriez savoir que votre employé refuse d'aider sa famille en ce moment de besoins financiers désespérés. Cela en dit long sur son caractère. Dr Lincoln a laissé échapper un petit rire sec et sans humour. Il a tourné son regard vers moi, puis de nouveau vers mes parents. Vous semblez fonctionner sous une illusion fondamentale massive. Mark n'est pas juste un employé ici. Maman a froncé les sourcils, son faux sourire vacillant. De quoi parlez-vous? Quand Mark a été transféré à Seattle, a dit Dr Lincoln, sa voix montant en volume, exigeant l'attention de toute la pièce. Il n'a pas seulement pris un emploi. J'ai reconnu son talent chirurgical inégalé, son éthique de travail impeccable et son intégrité. Des choses que vous avez clairement échoué à voir. Je lui ai offert une promotion, une très importante. Dr Lincoln s'est avancé et a posé une main ferme et encourageante sur mon épaule. Je me suis redressé, ma colonne vertébrale se redressant. Mark est associé junior de ce cabinet, a annoncé Dr Lincoln, les mots résonnant sur les murs carrelés comme des coups de feu. Il possède légalement 20% de cette installation. Il génère plus de revenus en un seul mois que vous n'en voyez probablement en une année entière. Alors quand vous vous tenez dans mon hall et que vous menacez de le faire virer, vous menacez le copropriétaire de cet hôpital. Et quand vous criez et tentez une extorsion sur ma propriété, vous commettez un crime. Le silence dans la pièce était d'une perfection assourdissante absolue. On aurait pu entendre une épingle tomber.
La bouche de maman était ouverte dans un choc grotesque. Le visage de papa s'est vidé de toute couleur, devenant complètement pâle. Oncle Gabriel a fait un pas en arrière, ses yeux dardant frénétiquement entre moi et Dr Lincoln, réalisant soudainement l'énorme changement de dynamique de pouvoir. Associé, a chuchoté papa, les mots semblant l'étrangler. C'est exact, ai-je dit, ma voix forte, puissante et inébranlable. Je n'étais plus l'enfant effrayé et sans voix piégé dans un lit d'hôpital. J'ai bâti quelque chose de réel. Pendant que vos adorateurs Cédric et vidiez mes comptes bancaires, j'ai bâti un empire, et vous n'en obtiendrez jamais, jamais un seul centime. Maman a commencé à balbutier, son ton passant violemment de menaçant à désespéré. Marc, mon chéri, s'il te plaît, nous ne savions pas. Si tu as de l'argent, alors tu peux sûrement aider ton frère. Juste cette fois-ci. David a appelé Dr Lincoln bruyamment vers la suite chirurgicale arrière. Appelez la police immédiatement. Dites-leur que nous avons 3 intrus agressifs qui tentent une extorsion financière dans notre hall. Vous n'oseriez pas, a crié papa, la panique montant dans ses yeux. Regardez-moi faire, ai-je dit, croisant les bras et le fixant. Ils ont paniqué, réalisant qu'ils n'avaient absolument aucun pouvoir, aucune prise, et qu'ils étaient à quelques instants d'être arrêtés dans une ville inconnue. Ils se sont bousculés. Oncle Gabriel a pratiquement couru vers la lourde porte vitrée. Papa a attrapé le bras de maman, la tirant loin du bureau. La toute dernière chose que j'ai vue, c'était le visage de ma mère. Un masque tordu et angoissant de choc, d'humiliation et de regret amer. Alors que la lourde porte se refermait derrière eux, les laissant sous la pluie froide. L'adrénaline a lentement, agonisamment commencé à s'écouler de mon corps, me laissant avec des mains tremblantes violemment et un cœur battant la chamade. Je me suis appuyé lourdement contre le comptoir de réception en bois, me sentant soudainement épuisé. Dr Lincoln s'est tourné vers moi, son expression sévère s'adoucissant en une expression de fierté profonde. Vous avez géré ça incroyablement bien, associé, a-t-il dit doucement, en soulignant le titre. J'ai laissé échapper un long soupir tremblant que j'avais l'impression d'avoir retenu dans mes poumons pendant 25 ans. Merci d'être intervenu, pour tout. Vous avez gagné votre place ici, Marc. Ne laissez jamais personne, surtout pas eux, vous faire croire le contraire. Prenez le reste de l'après-midi. Rentrez chez vous et décompressez. Vous avez gagné aujourd'hui. J'ai suivi son conseil. J'ai pris ma veste et je suis rentré chez moi. La pluie incessante de Seattle balayait mon pare-brise. La confrontation à la clinique avait été terrifiante. Mais alors que j'étais assis dans la sécurité tranquille et non perturbée de mon canapé de salon, un profond et vaste sentiment de paix a envahi toute mon âme. Le fantôme de mon passé misérable avait enfin été exorcisé. Ils avaient tiré leurs meilleurs coups, et essayé leurs tactiques de manipulation les plus dures, et cela avait complètement, totalement manqué. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. J'avais 2 dernières choses cruciales à régler pour rompre définitivement ces liens. D'abord, j'ai composé le numéro de William. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix semblant incroyablement nerveuse et aiguë. Et, Marc, écoute, mon ami. Tu leur as donné mon adresse exacte, ai-je dit, ma voix dépourvue de toute chaleur ou émotion. Mon ami, je devais le faire, a plaidé William défensivement. Ton oncle Gabriel m'a appelé en pleurant au téléphone. Ils ont dit qu'ils étaient terriblement inquiets pour toi. C'est ta famille, Marc. Tu dois comprendre, tu ne peux pas juste couper les ponts comme ça. Je comprends parfaitement, je l'ai coupé net, sans le laisser finir son excuse pathétique. Je comprends que tu valorises leur manipulation toxique plus que ma sécurité physique et mentale. Tu as trahi ma confiance. Ne me contacte plus jamais, William. Bonne vie. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro avant qu'il ne puisse prononcer un seul mot en réponse. Le coupé a été comme assister aux funérailles d'une amitié, mais c'était un enterrement nécessaire. Puis j'ai ouvert mon application de messages texte. J'avais 14 appels manqués et un flot massif et déséquilibré de messages de ma mère. Les messages variaient énormément de ton. Certains étaient des excuses pathétiques. Certains mendiaient de l'argent pour payer l'avocat de Cédric. Et d'autres étaient des insultes furieuses et vitrioliques sur la façon dont j'étais un monstre qui allait brûler en enfer pour avoir abandonné l'avenir de mon frère. Je ne les ai pas tous lus. Je n'avais plus besoin d'absorber leur poison. J'ai tapé dans la zone de texte,
mon pouce planant au-dessus du clavier, et j'ai tapé un dernier message définitif. Marc, vous avez choisi un match de football de lycée plutôt que ma vie quand je saignais à l'hôpital. Vous avez choisi une Porsche plutôt que mes économies. Et maintenant, vous devez choisir comment vous sortir de la faillite massive que vous avez créée. Cédric est votre problème, votre enfant prodige. Ne me cherchez plus jamais. Si vous vous présentez à nouveau à ma clinique, je vous ferai arrêter. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé la petite bulle verte apparaître à l'écran. Puis je suis allé dans mes paramètres. J'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de papa. J'ai bloqué Cédric, oncle Gabriel, et tous les membres de la famille élargie qui me liaient à ce passé misérable et étouffant. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table basse. Le silence dans l'appartement n'était pas lourd ou solitaire comme il l'avait été dans la chambre d'hôpital. Il était léger. C'était le son de la liberté absolue. 1 heure plus tard, on a frappé sèchement à la porte de mon appartement. Je n'ai pas paniqué cette fois. Je n'ai pas senti la froide appréhension me remonter le long de la colonne vertébrale. Je savais exactement qui c'était. Je me suis avancé et j'ai ouvert la porte pour trouver Joseph et David debout dans le couloir lumineux. Ils étaient complètement trempés par la pluie, mais ils souriaient jusqu'aux oreilles, tenant 2 énormes boîtes de pizza au pepperoni et un pack de 6 bières artisanales froides. Nous avons entendu dire que la méchante sorcière de l'Est a traversé le hall aujourd'hui et a essayé de faire une scène. Joseph a souri, secouant l'eau de ses cheveux. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin de glucides lourds et d'alcool pour célébrer la victoire. J'ai souri. C'était un vrai grand sourire qui atteignait réellement mes yeux, étirant les muscles de mon visage. Je me suis écarté pour les laisser entrer. Nous nous sommes assis par terre dans mon salon, mangeant de la pizza chaude directement de la boîte, buvant de la bière froide, et riant à en avoir mal aux côtes de l'air d'horreur absolue sur le visage de mes parents quand le docteur Lincoln a lâché la bombe de l'association. Assis là, entouré de gens qui me respectaient, qui étaient là pour moi sans qu'on le leur demande, sans rien exiger en retour, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement important. Le sang qui coule dans vos veines ne fait pas une famille. Les actions le font. La loyauté le fait. Le fait d'être là quand les choses deviennent difficiles le fait. J'avais perdu mes parents biologiques, oui, mais je n'étais pas devenu orphelin. J'avais enfin vraiment trouvé ma vraie famille. Une année entière s'était écoulée depuis cet après-midi pluvieux où mes parents et mon oncle Gabriel ont été escortés hors du hall de ma clinique par la police de Seattle. 365 jours de silence absolu et ininterrompu de la part des personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir comme un fardeau inopportun. La guérison, comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, n'est jamais une ligne parfaitement droite. Il y a eu certainement des nuits pendant ces premiers mois où je me réveillais en sueur froide. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Et pendant quelques secondes terrifiantes, j'étais convaincu d'être de retour dans cette chambre d'hôpital stérile avec le tube respiratoire rigide enfoncé dans ma gorge. J'entendais le bip rythmique fantôme du moniteur cardiaque résonner dans le silence de ma chambre de Seattle. Je ressentais le fantôme de la douleur agonisante de mon appendice éclaté. Mais surtout, je voyais l'indifférence pure et glaciale sur le visage de ma mère alors qu'elle boutonnait nonchalamment son manteau coûteux pour me laisser derrière pour un match de football de lycée. J'ai dû traverser une énorme quantité de chagrins compliqués. C'était incroyablement étrange, comme faire le deuil de personnes qui étaient encore entièrement vivantes et qui vivaient à quelques états de là. J'ai fondamentalement dû organiser des funérailles silencieuses dans mon propre cœur pour les parents que je méritais désespérément mais que je n'ai jamais vraiment eu. J'ai passé des heures assis dans le bureau d'un thérapeute, fixant un mur beige, parlant de la dynamique profondément toxique de mon arbre généalogique. Nous avons analysé la dure réalité de la façon dont mes parents avaient pris l'argent destiné à mon fonds universitaire. L'argent qu'ils me faisaient souvent miroiter comme un héritage promis pour me garder docile et qu'ils ont nonchalamment drainé pour acheter à Cédric sa précieuse voiture de luxe. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi la trahison de William m'avait fait presque autant de mal que l'abandon de mes parents. William avait projeté son propre traumatisme d'enfance du divorce incroyablement amer de ses parents sur ma situation. Il avait décidé que garder une famille unie, peu importe à quel point elle était abusive ou brisée, était plus important que ma sécurité physique et mentale. Il valorisait l'illusion des liens du sang plus que ma réalité. J'ai dû traiter toute cette trahison. J'ai dû déterrer le poison par les racines pour qu'il n'infecte pas ma nouvelle vie. Au moment où mon premier anniversaire à Seattle est finalement arrivé,
ma réalité quotidienne semblait complètement méconnaissable par rapport à l'existence misérable que j'avais laissée derrière moi. Je n'étais plus seulement l'assistant chirurgical calme et épuisé qui faisait des doubles quarts de travail les jours fériés pour gagner un maigre salaire pendant que sa famille célébrait sans lui. Grâce au docteur Lincoln qui a reconnu ma valeur et m'a offert cette incroyable promotion, j'étais un associé junior. J'étais un propriétaire d'entreprise respecté dans une pratique vétérinaire haut de gamme florissante. J'avais mon propre bureau avec mon nom sur la porte en verre dépoli, mon propre programme chirurgical, et surtout, j'avais une communauté qui valorisait réellement ma présence. Pour marquer l'anniversaire exact de mon arrivée, ma famille de cœur a décidé d'organiser une fête surprise. Cela s'est passé un vendredi soir pluvieux après que la clinique ait officiellement fermé ses portes au public. J'étais à l'arrière du service de convalescence depuis plus d'une heure, vérifiant les signes vitaux d'un golden retriever gravement mal nourri dont nous venions de prendre la garde après une longue saisie pour cruauté animale. Le chien était terrifié par les bruits forts et les mouvements brusques, mais il me faisait confiance. Je me suis assis sur le sol de son chenil, le nourrissant de petits morceaux de poulet bouilli de ma main. Alors que je fermais finalement son chenil et que je sortais dans la zone de réception principale, les lumières fluorescentes du plafond se sont soudainement allumées. Surprise. J'ai reculé, ma main volant à ma poitrine sous le choc pur. Debout dans le vaste hall se trouvaient Joseph, David, le docteur Lincoln, Cameron, qui était spécialement venu de ma ville natale juste pour le week-end, et environ 15 autres membres du personnel de la clinique. Le comptoir de la réception était entièrement couvert de plateaux massifs de plats italiens traiteurs, de boîtes de pâtisseries chères et d'une grande bannière personnalisée qui disait « Joyeux un an de liberté, Marc ». Joseph s'est avancé, souriant jusqu'aux oreilles, et m'a tendu une bière artisanale froide. Il m'a tapé fort sur l'épaule. Nous avons pensé que survivre à une année entière avec le docteur Lincoln comme mentor quotidien méritait une sorte de récompense massive et coûteuse, mais le combo pizza et pâtes était bien moins cher pour le budget de la clinique. Dr Lincoln a ri, sa voix profonde résonnant dans la pièce. Il a levé un gobelet en plastique en l'air pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence s'est immédiatement fait dans la pièce. Il y a exactement un an, j'ai conduit un jeune homme très têtu, physiquement brisé et incroyablement en colère le long de la côte jusqu'à la ville, a dit le docteur Lincoln, son ton résonnant d'une chaleur et d'un sérieux profond. Il venait de survivre à une urgence médicale majeure qui aurait dû le tuer. Il n'avait absolument rien à son nom, sauf un seul sac de voyage de vêtements et une quantité formidable et indéniable de crans. Aujourd'hui, ce même jeune homme est un pilier indispensable de cet hôpital. Il est associé. Il est un brillant professionnel de la santé qui gère les cas que personne d'autre ne veut toucher. Mais bien plus encore, il fait partie de la famille. À Marc. À Marc. La pièce a retenti bruyamment. J'ai regardé leurs visages souriants et sincères. Il n'y avait pas de programme caché dans cette pièce. Personne ne tenait un décompte secret des faveurs. Personne n'attendait que je fasse une erreur pour rediriger les projecteurs sur quelqu'un d'autre. Ils étaient juste heureux que je sois en vie et que je sois là avec eux. J'ai senti un nœud serré et lourd se former dans ma gorge. Mais pour la première fois de ma vie, c'était dû à une gratitude écrasante au lieu de larmes non versées. Merci, ai-je dit, ma voix épaissie par l'émotion, regardant directement le docteur Lincoln puis Cameron. J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner une place à une table de salle à manger où les chaises étaient toujours intentionnellement éloignées de moi. Vous avez construit une toute nouvelle table et m'avez offert une place à sa tête sans que j'aie même à la demander. Je n'oublierai jamais ça. La fête a duré des heures. Nous avons mangé des plats incroyables. Nous avons ri jusqu'à en avoir mal au ventre, et nous avons partagé des histoires ridicules et chaotiques sur des clients difficiles et des animaux têtus. Personne n'est parti tôt pour aller à un match de sport. Personne n'a consulté son téléphone pour voir si quelqu'un de plus important avait besoin d'eux. C'était sans aucun doute la meilleure nuit de ma vie d'adulte. 2 jours plus tard, un dimanche matin calme et lent, j'ai vécu le moment final et décisif de clôture que je ne savais même pas que mon âme attendait. Seattle faisait ce que Seattle fait de mieux. Il pleuvait une bruine lente, régulière et grise. J'étais assis dans mon café indépendant local préféré, situé à quelques pâtés de maison de mon immeuble. J'avais une tasse fumante de café noir devant moi et un épais journal médical vétérinaire ouvert sur la table en bois. Le magasin était presque vide, parfaitement silencieux, à l'exception du sifflement de la machine à expresso et des faibles murmures venant de la télévision montée en hauteur dans le coin de la pièce.
Je ne prêtais aucune attention à l'écran de la télévision jusqu'à ce que j'entende le nom de ma ville natale explicitement mentionné par l'animateur sportif. J'ai lentement baissé mon journal médical et j'ai levé les yeux. La chaîne sportive diffusait un segment spécial du week-end sur les programmes sportifs du lycée à travers le pays et les transitions difficiles que les jeunes stars affrontent en passant aux sports universitaires. La caméra a lentement balayé un terrain de football très familier, fraîchement peint. C'était exactement le stade où mes parents m'avaient abandonné pour aller s'asseoir dans les gradins pendant que je m'étouffais avec un ventilateur. Le segment était entièrement axé sur les énormes retombées de la saison de championnat précédente. La voix sérieuse du journaliste expliquait que le quart arrière vedette de l'équipe locale avait fait face à un revers majeur mettant fin à sa carrière. L'écran a rapidement affiché un graphique montrant des images de caméras de bord de police d'un véhicule accidenté enroulé autour d'un énorme chêne. C'était la Porsche Bleu Nuit de Cédric. L'avant était complètement écrasé comme une canette de soda vide. Le journaliste a détaillé comment un incident de conduite en état d'ébriété très médiatisé, combiné à une résistance à l'arrestation, avait instantanément coûté à l'athlète vedette chacune de ses offres de bourse de Division 1. En raison de graves problèmes juridiques, des frais astronomiques massifs payés à un avocat de la défense pénale de haut niveau pour le maintenir hors d'une cellule de prison de comté et du cauchemar absolu de relations publiques qu'il avait créé. Les grandes universités avaient complètement retiré leurs offres de recrutement. Elles ne voulaient pas de la responsabilité. Au lieu de jouer à la télévision nationale pour une école de premier ordre avec une bourse complète, Cédric avait été contraint de s'inscrire discrètement dans un petit collège communautaire obscur à 2 villes de là, jouant pour une équipe qui avait à peine un budget pour des uniformes assortis. La caméra a ensuite coupé sur une interview en direct qui se déroulait sur les gradins métalliques rouillés de ce petit terrain de collège communautaire. Assis là, recroquevillés misérablement sous un grand parapluie de golf pour se protéger de la pluie glaciale, se trouvaient mes parents, Robert et Marthe. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai simplement fixé l'écran, mon cœur battant à un rythme lent, régulier et entièrement calme. Ils avaient l'air terribles. Mon père avait l'air d'avoir vieilli 10 ans en seulement 12 mois. Son visage était profondément marqué par le stress. Ses épaules s'affaissaient lourdement sous le poids de la ruine financière massive qu'il s'était infligée, en essayant de sauver Cédric des conséquences naturelles de ses propres actions imprudentes. Le visage de ma mère était encore pire. Sa coiffure signature parfaite était ébouriffée par l'humidité. Son sourire était incroyablement tendu, forcé, et ses yeux semblaient sombres et creux. L'aura arrogante, intouchable et vicieuse qu'ils avaient dans le hall de ma clinique il y a un an avait entièrement disparu, remplacée par une pur épuisement. Le journaliste, portant un imperméable jaune vif, a tendu le microphone à ma mère, Marthe. Cela a évidemment été une année très difficile et inattendue pour votre famille. Passer de champion d'État avec plusieurs offres de D1 à devoir faire face à des obstacles juridiques et à une expérience sportive universitaire totalement différente. Comment trouvez-vous la force de continuer à venir à ces matchs sous la pluie? Ma mère a affiché son visage courageux caractéristique, levant le menton et regardant directement l'objectif de la caméra. Eh bien, vous savez, la famille est absolument tout pour nous. Nous soutenons notre fils contre vent et marée, quels que soient les défis. Cédric est un athlète spectaculaire. Il a juste fait une minuscule erreur de jeunesse. Nous sommes entièrement dévoués à son parcours, quoi qu'il en coûte. Le journaliste a hoché la tête avec sympathie, se laissant complètement berner par la routine de la mère dévouée. C'est un dévouement réel et inébranlable. Avez-vous d'autres enfants qui font du sport, ou n'y a-t-il que vous trois qui naviguez ensemble dans ce voyage difficile? Il y eut une légère pause, presque imperceptible. Ma mère n'a même pas cligné des yeux. Son expression est restée complètement figée. Un masque parfait de martyr. Nous sommes juste bénis d'avoir Cédric, a-t-elle dit doucement, sa voix ne faiblissant pas une seule seconde. Il est notre seul objectif. Il est tout notre monde. Elle a complètement nié mon existence à la télévision nationale. Elle a entièrement effacé 25 ans de ma vie, mes réalisations et ma survie. Il y a un an, entendre ces mots exacts aurait pu me briser en deux. Cela aurait pu me faire sombrer dans une dépression profonde et sombre, me demandant pourquoi j'étais si fondamentalement indigne d'amour, si défectueux, que ma propre mère préférerait prétendre qu'elle n'avait donné naissance qu'à un seul enfant plutôt que d'admettre que j'étais là, florissant sans son argent ou sa permission. Mais assis dans ce café, tenant ma tasse en céramique chaude, entouré par la pluie paisible et constante d'une ville que j'avais conquise à mes propres conditions, je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'un sentiment de soulagement profond et généralisé.
Elle avait enfin dit la vérité à voix haute. Je n'étais plus leur fils. J'étais complètement, légalement, physiquement et émotionnellement libre. Les lourdes chaînes invisibles de l'obligation, de la culpabilité et de la recherche désespérée de leur approbation se sont simplement dissoutes dans l'air. Ils étaient piégés en permanence dans leur propre cycle misérable de soutien à un enfant prodige destructeur. Ils se noyaient dans les honoraires d'avocats, suffoqués sous les dettes de voitures, assis sous la pluie glaciale pour regarder un match de collège communautaire sans importance, prétendant désespérément que leur vie ne s'était pas effondrée. J'avais ma clinique incroyable. J'avais mes amis. J'avais ma santé. J'avais ma dignité. J'ai pris une longue et lente gorgée de mon café. Le goût était absolument fantastique. J'ai fermé le lourd journal médical, les soigneusement rangé dans mon sac en cuir, et je me suis levé de la table. Je me suis dirigé vers le comptoir, j'ai glissé un généreux billet de $20 dans le pot de pourboire en verre du barista, et j'ai poussé la lourde porte. La fraîche pluie de Seattle a frappé mon visage, emportant les derniers vestiges du passé. Et pour la toute première fois en 25 ans, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, de la douleur atroce dans mon estomac au moment où j'ai vu mes parents sur cet écran de télévision, je réalise quelque chose qui semble probablement complètement fou pour quiconque n'a pas vécu un cauchemar similaire. L'éclatement de mon appendice au milieu d'un double quart de travail épuisant n'a pas ruiné ma vie, il l'a sauvée. Si mon corps ne s'était pas physiquement effondré cet après-midi-là, si je n'avais pas été transporté d'urgence pour une chirurgie vitale, j'aurais continué à jouer le même rôle pathétique et obéissant qui m'avait été assigné à la naissance. J'aurais continué à travailler sans relâche, à remettre en silence mon salaire durement gagné pour couvrir les dépenses familiales et aller regarder détourner mon fonds universitaire volé dans le gouffre sans fond des besoins sans fin de Cédric. J'aurais continué à attendre mon téléphone à Thanksgiving et à Noël, attendant une invitation à dîner qui ne viendrait jamais. J'aurais passé toute mon existence à n'être rien de plus qu'un personnage secondaire commode dans l'histoire fictive de la grandeur fabriquée de Cédric. Étendu dans ce lit d'hôpital, suffoquant autour d'un tube respiratoire en plastique pendant que mes parents sortaient littéralement pour aller regarder un match de football, m'a forcé à affronter la réalité absolue, indéniable et brutale de ma situation. Les gens vous traiteront exactement comme vous leur permettez constamment de vous traiter. Mes parents ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que mon existence pouvait faire pour eux. Ils aimaient la commodité de mon silence. Ils aimaient que je sois un filet de sécurité obéissant, autosuffisant qu'ils pouvaient exploiter et voler chaque fois que Cédric mettait le désordre dans sa vie. M'éloigner a été la chose la plus difficile et la plus terrifiante que j'ai jamais faite de toute ma vie. Cela a nécessité de briser chaque règle sociale que l'on nous enseigne constamment sur l'amour inconditionnel de la famille. Mais la dure vérité est que l'amour ne devrait jamais être inconditionnel lorsque les conditions impliquent vos propres abus, votre négligence et votre exploitation financière. Le sang n'est rien d'autre qu'une coïncidence biologique aléatoire. Partager l'ADN ne donne à personne, pas même à votre mère ou à votre père, un laissez-passer gratuit pour vous traiter comme de la merde. À quiconque regarde cette vidéo en ce moment et qui se plie en quatre pour plaire à des gens qui ne vous regardent que lorsqu'ils ont besoin d'argent, d'une faveur ou d'un bouc émissaire, arrêtez. Arrêtez de vous immoler pour les garder au chaud. Vous ne pouvez pas guérir votre esprit et votre cœur dans le même environnement toxique qui vous a rendu malade en premier lieu. Parfois, le seul moyen de gagner un jeu truqué et injuste est de quitter complètement le terrain, de laisser le stade derrière soi et de construire sa propre vie ailleurs où les règles sont basées sur le respect mutuel. J'ai 26 ans maintenant. Je suis associé junior dans un hôpital vétérinaire très performant. Je passe mes journées à sauver la vie d'animaux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, en utilisant les compétences que j'ai si durement acquises. J'ai des amis qui sont là pour moi les jours les plus difficiles sans jamais demander de faveur ou de prêt en retour. J'ai une vie qui est entièrement, magnifiquement et farouchement la mienne. Et je n'ai pas eu besoin d'une seule goutte de l'approbation conditionnelle de mes parents ou de leur argent d'héritage volé pour la construire. La leçon la plus profonde et la plus transformatrice que j'ai tirée de toute cette épreuve est la compréhension de la nature profondément destructrice de la dynamique familiale de l'enfant prodige et du bouc émissaire. Lorsque les parents favorisent agressivement et aveuglément un enfant par rapport à un autre, ils ne blessent pas seulement gravement l'enfant qu'ils négligent. Ils détruisent activement l'avenir de l'enfant qu'ils gâtent. En protégeant constamment Cédric des conséquences réelles de ses actions dans le monde. En utilisant mon argent volé pour financer ses erreurs et en payant un avocat pour effacer ses crimes, mes parents ont créé un adulte qui manque de responsabilité, de résilience et de caractère de base.
Ces actions imprudentes lui ont finalement coûté son brillant avenir, et leur dévotion aveugle leur a coûté leur stabilité financière et le seul fils qui se souciait réellement d'eux. D'un autre côté, être le bouc émissaire m'a forcé à développer un sens inébranlable de l'indépendance. Mais la vraie victoire n'a pas été seulement de survivre à leur négligence. C'était d'apprendre à établir des limites absolues et incassables. S'éloigner des membres toxiques de la famille est souvent fortement stigmatisé dans notre société. On nous dit constamment par des étrangers de pardonner, d'oublier, de maintenir la paix pour l'image de la famille. Mais la vraie paix ne vient que lorsque vous protégez farouchement votre propre bien-être mental et physique. Vous avez le droit humain fondamental d'exiger le respect et vous avez le pouvoir ultime de révoquer de façon permanente l'accès à votre vie si ce respect n'est pas donné. Vous êtes le seul architecte de votre propre famille choisie. C'est le moment où je vous le rends. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une relation toxique pour protéger votre propre paix? Ou une partie spécifique de mon parcours a-t-elle résonné avec vos propres expériences familiales? Partagez votre principal enseignement ou votre propre histoire dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement le mot au bon pour que je sache que cette histoire a apporté de la valeur, de la validation et des encouragements à votre journée. Votre engagement et vos histoires signifient le monde pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté.